quand il allait chialer. Maintenant c'est plus pareil, il n'y aura plus de reality show où vont pleurer ceux qui ont plus de marmots. On ne verra plus la misère, les lundis sans bradin. Jacques voulait pas le garder parce qu'il avait un gros problème, c'est qu'il était beau. Et donc Jacques était très hésitant, il était jaloux, il l'humiliait tout le temps. Quand Laurent Gérard est rentré dans l'équipe, c'est pareil, hein. Il l'humiliait. C'était le boss, hein. Donc voilà, on l'écoute. Hein. Il avait effectivement des sautes d'humeur, mais moi je me souviens plutôt d'avoir beaucoup rigolé et d'avoir beaucoup appris. Vous imaginez quand j'avais 22 ans, 23 ans, quand on arrive comme ça sur un plateau de télé et que c'est Jacques Martin, on se doit d'être performant. Et ça, j'ai gagné beaucoup de temps grâce à lui. Je flâne sur les grands boulevards avec Simone et vers le soir. Je n'ai même plus le cafard de 7 sur 7. J'ai revu une séquence qui m'a beaucoup ému avec Jacques, c'est celle où on fait tous les deux Montand. On est devant un miroir et on fait tous les deux une imitation d'Yves Montand. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jacques Martin était imitateur. Donc ça aussi, ça nous rapprochait. Maintenant, il paraît qu'en bas, on a invité Madonna à 7 sur 7. Elle n'a rien dans le citron, moi ça me file des boutons, qu'on prenne les gens pour des cons. À 7 sur 7. J'étais en face de Jacques et on faisait tous les deux, on était dans un miroir. Alors c'est pas de la symbolique foireuse, hein, mais c'est vrai qu'on se retrouve tous les deux comme une espèce de père spirituel, quoi, comme un papa, quoi. Mon papa de télé, c'est Jacques Martin. Je me dis, devine ce que je me dis. je me dis, mais oui, qu'est-ce qu'on est bien au paradis. 107 sur 7. Formidable découvreur de talent, Jacques Martin, lui, s'est fait remarquer sur Télé Strasbourg en 1960 dans un sketch où il interprète un artiste débutant. Vas-y, c'est à toi. Les grilles, c'est à toi. Ah, putain. Voici une émission de variété. C'est Télé Strasbourg qui vous l'a préparé. À l'époque, Jacques Chancel était journaliste à Paris Jour. Il se souvient avec bonheur de la première fois où il a vu Jacques Martin sur le petit écran. Je crois me rappeler que c'était un dimanche, j'étais rue du Faubourg-Montmartre, à mon bureau de Paris Jour. Et tout d'un coup, j'ai vu une émission d'Alsace. Et j'ai été ébloui par la drôlerie, le talent, vraiment les possibilités multiples de ce garçon. Mais puisqu'on est obligé de vous amuser, Voici une émission de variété. Et j'ai fait un papier dithyrambique sur Jacques Martin. Et le lendemain, j'ai reçu un coup de fil de Martin en me disant vous avez dit dans votre papier, il faut qu'il vienne tout de suite à Paris, j'arrive. Dansons, chantons, faisons les pieds au mur, oublions que la vie est dure. Dansons, chantons, partons à l'aventure, en faisant gaffe aux épluchures. Il a 27 ans lorsqu'il débarque à Paris, il a des rêves plein la tête. Enfant, à Lyon, il voulait être chef d'orchestre, chanteur d'opéra ou encore comédien. Tout sauf la télévision. Et c'est pourtant là qu'il va se faire connaître en créant avec son complice Jean-Yann 1 égale 3, une émission corrosive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ce soir vous présenter la première émission d'une série qui doit en comporter en principe 276. 276 à raison d'une par mois, ça fait environ 23 ans. Donc, pendant 23 ans, nous allons vous présenter des images, c'est-à-dire jusqu'en 1987 environ. 1 égale 3, ça a été une des émissions qui m'ont formé, qui m'ont créé, puisqu'à l'époque, j'habitais en province, et la télévision était ma seule fenêtre, évidemment, sur le monde. Mes parents allaient se coucher, et moi, je restais devant la télé en noir et blanc à l'époque, pendant des heures, en train de regarder ça, quoi. J'attendais ça, j'étais fan. Bonsoir. Bonsoir, les gentils téléspectateurs.
Ils étaient nombreux, ça, madame. Oh, comme ils étaient nombreux à nous regarder avec leurs gros yeux, les téléspectateurs. Au revoir. Ils avaient travaillé toute la journée, ça, madame. Ils étaient fatigués. Et maintenant, avant d'aller faire dodo, ça regardait la télévision, ça, hein? Plus grosse, vous le voyez, et fermée au debout. C'est une cigarette 100% naturelle et qui ne contient que de l'herbe. De l'herbe? Oui, Marie. Une herbe scrupuleusement sélectionnée par des représentants qui la livrent en France, cachée dans des camions ou dissimulée dans les cales des bateaux. Martin était formidable, il avait une imitation dans laquelle il fume. Enfin, c'est des joints que je vends. C'était irrésistible. Je ne sais pas si on oserait faire ça aujourd'hui à la télévision. C'est vrai qu'il y a des... Bonne question, Maryse, et je vous répondrai en vous disant que ça sert absolument à tout. Ça sert à faire le ménage tous les jours sans râler, à supporter votre conjoint, quel que soit son caractère, quelles que soient les années de mariage. Ça sert à supporter les tracas de la vie, les saloperies de l'existence, à subir en somme le quotidien sans éprouver le stress qui l'accompagne. Et je me tourne vers vous, Maryse, et je dis, comment trouvez-vous cette herbe? Eh bien, elle la trouve bonne. Elle la trouve bonne. La plus grande invention de Jacques Martin, c'est incontestablement le petit rapporteur. Petit rapporteur, il installe dans une France nouvellement giscardienne un rendez-vous insolent et populaire. Petit rapporteur, qui était une version quasi journalistique des premières vraies impertinences proférées à la télévision. Effectivement, à un moment, il y avait un espace de liberté. Allons-y, allons voir jusqu'où on peut aller. Pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Monsieur le maire, quelle est la tendance politique de mon cul? Oh, bien ici, la politique de mon cul, c'est radical-socialiste. C'est ça. Est-ce qu'il y a... ils sont nombreux, les républicains indépendants de mon cul? Non. Ce sont les socialistes de mon cul, surtout. Oui, socialistes et radicaux-socialistes, mais principalement radicaux-socialistes. C'est ça. Et dites-moi, j'ai l'impression, là, on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit. Depuis des années, la télévision était la télévision d'État. Chaque dimanche, les téléspectateurs se disaient « Qu'est-ce qu'ils vont nous amener cette semaine? Jusqu'où ils vont aller ?» Monsieur le député Beckham, une. C'était du style 70% de parts de marché. Je ne sais même pas s'il y avait des parts de marché à l'époque, hein. Mais il gênait le pouvoir. Et puis sa petite bande, hein, des proches, Prévost, etc., eux aussi n'avaient peur de rien. Il les poussait à aller au bout des choses. Et c'est vrai que quand on regarde ces émissions aujourd'hui, elles sont encore extrêmement modernes. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on ne va pas aussi loin qu'ils allaient dans les années 70. Encourage Jacques Martin. Souvenez-vous des reportages de Pierre Bonte dans la France rurale. Simplement bordel de merde à la sincérité, à l'évidence. On avait fait des coups extraordinaires, qu'on ne pourrait plus faire maintenant, d'ailleurs, parce que plus l'émission est devenue célèbre, plus on a eu de flics en civil derrière nous, ce qui fait que un jour on est mort de notre belle mort. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée, l'émission. Mais Jacques Martin rebondit avec la lorgnette. De même, quelques années auparavant, après l'arrêt d'1 = 3, il lance Midi chez vous. Midi chez vous, midi chez vous, midi chez vous. Stop! Et propulse à l'antenne une nouvelle animatrice, Danielle Gilbert, qu'il surnomme la Grande Duduche. J'ai une voix exquise, une sensibilité merveilleuse. Et puis un regard. Et je le dois au fait d'ailleurs que je suis à l'aise dans mes chaussures. Oui, Toutefois, très qu'un important. chanteur chante juste, c'est il ne marche pas à côté de ses pompes. Et ben voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Stéphane Reggiani. Ouais, Vous ouais. savez, il y a une chanson. Qu'est-ce qu'il a dit, Stéphane Reggiani? Il y a une chanson qui s'intitule À côté de mes pompes. Oui, faut dire que... Enfin, Non, je moi, voulais ce rien- sont des petites chaussures, Non, voyez-vous. enfin, je me demandais de ce matin en arrivant si c'était des chaussures ou des péniches de débarquement. Mais là, je m'aperçois que face à tout du modèle Ça va réduit. pas les yeux. Moi, je suis née avec Midi Magazine. Lui, il existait déjà. Bon, il voulait être devant. Il avait d'abord toutes les capacités. C'était à lui de mener le jeu, hein. C'était normal. Serrez-vous contre moi. N'ayez pas peur. Je ne suis pas le premier garçon qui vous approche. Il faudra bien un jour ou l'autre vous décider. Hein? Ah non, Et puis on en c'est reparlera. quand même une chose tout à fait normale. Mais oui. Il est normal qu'à 42 ans, vous ayez une expérience physique. Hein? C'est un galopin. Il a même à une époque, hein, ça je peux le dire maintenant, parce qu'il trouvait que je prenais trop de place, parce que j'étais sans faire valoir, et il avait voulu me faire virer. Un jeune homme
chantait. Ah, une fille rêvait. Il aimait bien à vivre seul, c'est-à-dire sur les planches, je parle, hein. Et il voulait toute la gloire pour lui, quoi. Avec Daniel Evenou, il a 2 enfants, Frédéric et Jean-Baptiste. Jacques m'a demandé d'arrêter mon métier. Bon, je l'ai fait parce que je l'aimais. Il voulait que je sois à la maison, que je m'occupe surtout de lui. Mais de lui avant même de mes enfants. Et il aimait bien que je m'habille en femme, un peu bourgeoise, donc je me déguisais effectivement un petit peu. J'aime les arbres de Noël, j'aime tout ce qui est famille. Pour moi, l'arbre de Noël, c'est la famille qui se réunit au moins une fois par an, dans la bonne humeur. Mais j'aime les bouquets de fleurs, j'aime les feux dans la cheminée, j'aime ça. Pour garder un homme, il ne faut jamais que la maison soit pareille. Non? Alors, Jacques, c'est pas beau? C'est plus que beau. Je sais pas si je mérite tout ça, hein. Il fait rire sa famille. Non, il est tellement angoissé. Chez lui, il a besoin de paix. C'est un être qui aime rester seul. Les seules personnes, je crois, qu'il supporte, la seule, à vrai dire, je crois que c'est moi. Je crois que j'en suis sûre. De nouveau, son émission s'arrête. Il se lance dans une autre aventure, réaliser un film pour le cinéma, Na. Mais les critiques sont féroces et c'est un échec total. Il est ruiné. Jacques fumait. Il tapait par terre. Non, c'est pas possible, quelque chose va m'arriver, je vais trouver du boulot. Il fumait, il faisait ça. Il tirait sur la pochette, sur la petite poche, et ça lui servait de cendrier. Vous savez, notamment celle-ci. Les cendriers sont toujours pénibles à vider, alors que, en utilisant les poches comme cendrier, vous empêchez les mites d'y parvenir, car elles ont une méfiance pour le tabac, vous ne pouvez pas savoir. Voilà donc un moyen extraordinaire. En plus, vous êtes tranquille, vous ne risquez pas de brûler la moquette. Peu de temps après, il a eu cette idée avec Colaro. Nous étions en vacances chez les parents de Stéphane. Et c'est là où Jacques a eu l'idée du petit rapporteur. Voilà. Mais peu après, Daniel Evenou, ne supportant plus son caractère, le quitte. Jacques Martin a alors 45 ans. Je l'aimais, mais je suis quand même partie. J'ai pris mes 2 enfants sous le bras, je lui ai tout laissé. Et là, il était très malheureux. Mais il m'a fait trop souffrir. Et il m'adorait, mais il avait cassé le jouet. Je dirais, j'ai fini mon programme. Monsieur, dame, bonsoir. Monsieur, dame, au revoir. À nouveau seul, père de 4 enfants, car en plus de Frédéric et Jean-Baptiste, il y a David et Élise, nés de son premier mariage. Il rencontre Cécilia, avec laquelle il aura 2 enfants. Quelques années plus tard, elle le quittera pour Nicolas Sarkozy, qui les avait mariés à Neuilly. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il était marié à l'ex-épouse du président de la République. Visiblement, c'est quelque chose qu'il a mal vécu. Donc, il nous demandait dans les sketchs de parler de la mairie de Neuilly et compagnie. Mais je disais, mais moi, je ne peux pas inventer. Si il se passe quelque chose, on va trouver une situation pour la parodier. Mais... Et donc, tout ce qu'il avait trouvé, c'était il y avait une rubrique qui revenait chaque dimanche. C'était le boucher, le facteur, qui buvait un coup de rouge et qui faisait la gazette de la semaine. Dites donc, Martine Aubry. Oui. Vous savez qui c'est? Ouais. Ouais. Ministre du Travail. Ouais. Martine Aubry a expliqué à 7 sur 7 qu'il était interdit de travailler le dimanche. Bon, mais comment a réagi Anne Sinclair? Elle est partie. À la vôtre, joyeux petit facteur. À la vôtre, boucher. Fonctionnaire de mon cœur. Encore une que la mairie de Neuilly n'aura pas. Allez, on trinque. Voilà, essaye de le placer tous les dimanches. On risque de se faire virer sur un coup comme ça. Parce que tu t'en prends vraiment trop directement aux gens. Mais tu vois, le deuxième couplet, c'est plus subtil. D'opposition, c'est bien trop con. Sarkozy, sa merde à Neuilly. Pendant ce temps-là, il y a Balladur, devient dur. Ah oui, vraiment, pour bien longtemps. Déjà à la tête d'une grande famille recomposée, il se remarie avec Céline, qu'il rencontre dans sa propre émission au Théâtre de l'Empire. Elle a 25 ans, il en a 59. Venez là, mademoiselle Céline, venez donc. Ça va?
une cousine également, elle va vous remettre un petit nécessaire à voyage, voilà. Voilà. Vous n'avez pas le voyage pour ça, mais si vous partez en voyage, c'est indispensable. Vous serez traité dans les meilleures conditions, cousine, par ici. À tout à l'heure, chérie. Merci, sa mère me l'a confié. Avec Céline, il aura encore 2 autres enfants. En fait, je pense que papa, il a eu plein de vies. 4 femmes, il a eu 4 vies complètement différentes. Donc quand il réunissait toute sa famille, ça faisait quand même du monde. Hein, parce on totalise 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Il s'est foutu dans des galères incroyables pour tenir sa famille hors d'eau, hors d'air. Et il fallait travailler. C'est vrai que 4 épouses ne facilitent pas la tâche. Il aura fallu l'arrivée du dimanche. Et pas tout de suite d'ailleurs, parce qu'il n'en a pas été le producteur immédiatement. Au fil des années et des émissions au Théâtre de l'Empire, Jacques Martin devient une véritable institution et l'un des plus gros salaires de la télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous toutes et à vous tous en ce dimanche ensoleillé selon certains, gris, tout cela dépend des régions, mais je sais qu'il est un endroit où il fait toujours soleil, c'est sur Antenne 2, dans le cadre des émissions de Dimanche Martin. Sa fille aînée, Élise, se souvient de cette époque où son père donnait tout son temps à la télévision. Moi, à cette époque-là, donc j'étais lycéenne, collégienne, ou lycéenne. Et vous voulez que je vous dise ce qui m'a profondément blessée très souvent, en fait, mais les gens ne pouvaient bien sûr pas le savoir. On venait me voir et on me disait, dis donc, t'as de la chance hein, d'avoir un papa comme ça, qui parle comme ça aux enfants et qui s'occupe comme ça des enfants. Les gens ignoraient, bien sûr, forcément, que toute la disponibilité qu'il mettait à son émission, c'était toute la disponibilité qu'il ne mettait pas pour nous, en fait. Qu'est-ce que tu danses bien, dis donc. Alors, la meilleure façon de passer du temps avec son père, c'est peut-être de travailler à ses côtés, comme l'a fait son fils aîné, David. Voilà maintenant le pot-au-feu haché, enfin pas je veux dire tranché. Non, d'abord la sauce, dans le fond du plat. Mais écoute, alors... Eh oh, qui est-ce qui t'a appris à faire la cuisine? C'est toi. Bon, alors je débouche la bouteille, explique le reste. Oh, mais non, mais c'est pas possible, on met des enfants au monde. Jacques ne lui faisait pas de cadeaux. Je me souviens dans Un siphon fanfan, quand il faisait leur recette de cuisine, Jacques savait toujours mieux que David. Et quelquefois, David avait raison. Et Jacques, de furie, jetait son micro par terre et partait. Bien, alors voilà, vous mettez la moitié de la sauce au fond du plat. Voilà, non, mais c'est quand même maman. Tais-toi, c'est ton père qui parle. La moitié de la sauce, la moitié, un peu plus, nom de Dieu. Voilà, là. La moitié de la sauce. Et maintenant, parce que je veux pas me brûler... La viande, maintenant. Voilà, le reste du pot-au-feu tranché. Voilà, fais-le, ça, tu sais le faire, ça. Je pense que je vais pouvoir y arriver. Se faire sa propre personnalité, c'est compliqué à l'ombre de quelqu'un comme ça, de cette puissance-là. Mais ça n'empêche rien. Oui, ben ça fait rien, ça. Surtout quand tu as au-dessus de toi quelqu'un qui te dit, bon, à gauche, à droite, va devant, fais ceci, fais pas cela. Fatalement, c'est pas très gratifiant. Et on met un petit moment à s'en remettre. Jacques Martin, lui, a perdu son père très jeune. Il est placé dès l'âge de 5 ans avec sa sœur Michel dans un pensionnat de jésuites de la banlieue de Lyon jusqu'à l'âge de 15 ans. Une enfance morose qu'il n'a cessé de reprocher à cette mère trop jeune et trop vite remariée. Il se sent abandonné. À l'âge de 13 ans, il écrit cette lettre où il raconte avoir attendu en vain la visite de sa mère et de son beau-père. Il disait toujours, mais bon, il en faisait un peu beaucoup avec Jacques. Oui, c'est vrai qu'il avait été malheureux en pension. C'était une pension où il avait froid. Voilà, c'était pas le rêve, hein. C'était pas... Alors bien sûr, on en veut à qui? À sa maman. Mais il adorait sa maman. Il adorait Germaine. Bonsoir, jolie maman, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous, tout vous attend dans ma maison. Revenez vite, c'est le printemps. Je me souviens qu'un jour, il a dit, je vais faire un disque pour sa mère, pour Germaine. Il adorait la gâter. Il a acheté un jour un sac de chez Hermès. Et comme Germaine, sa maman, avait peur d'abîmer le sac,
Eh bien, elle se promenait dans Paris avec le sac à main, mais la pochette autour. Et ça faisait rire Jacques, moi aussi d'ailleurs. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je venais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche sur l'herbe tendre des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Et il chante, Jacques Martin. Au fil des années, il va se faire plaisir de plus en plus souvent dans les émissions, comme il le dit chez Pascal Sevran. Depuis ton enfance, tu aimes ça, tu chantes toujours dans tes émissions. J'ai toujours chanté. J'adore chanter et je n'en fais pas mon métier, c'est-à-dire que je ne vends pas de... Je ne suis pas concurrent au hit parade. Je chante pour l'amour de la chanson. Il avait un côté très Dean Martin, show à l'américaine. Il a inventé ça, il a amené ça en France, parce qu'il aimait la chanson. Il était très érudit, il avait le don de mélanger. Il dit en direct, je crois que je vais essayer de faire encore plus bête que cette chanson pendant la pub. Et pendant la pub, il écrit « Et Vlan, passe-moi l'éponge, et Vlan, fais-moi gligli ». Et Vlan, passe-moi l'éponge, et Vlan, fais-moi gligli, et Vlan, passe-moi l'éponge, et Vlan, gousi. Et à ce moment-là, il y a un homme au volant de sa Rolls, c'est Fernand Reynaud. Il arrive dans le studio, il dit « Jaco, je veux enregistrer la chanson ». Non, c'est pas vrai. Si, je veux enregistrer la chanson. Ça s'est fait comme ça. Et Vlan, passe-moi l'éponge, et Vlan, gousi. Et regardez bien, ce jour-là, Fernand Reynaud forme un duo improbable avec France Gall. Au service militaire, il fallait se laver les dents, il fallait se laver derrière, les oreilles et puis le restant. Il y avait de grandes marmites, tous qu'on mijotait devant. Et moi qui avais la réplique, je criais à l'adjudant. 1, 2, et Blanc, passe-moi l'éponge, et Blanc, fais-moi le lit. Et Blanc, passe-moi l'éponge, et Blanc. Martin, c'est qu'en fait, je l'ai un petit peu connu quand même, c'est qu'il faisait de la télévision, mais qu'il avait envie de faire autre chose. Et je crois que la télévision, c'est un boulot de raté, en fait. C'est-à-dire, quand on fait de la télévision, c'est qu'on n'a pas réussi ailleurs. Et Martin avait envie de faire du théâtre, envie de faire du cinéma, et il n'y arrivait pas. Il aurait pu faire une demi-douzaine de carrières différentes, brillantes, si la télévision n'avait pas annexé tous ses talents. C'est pourtant à la télévision qu'il s'est vraiment amusé et qu'il nous a divertis. Nous allons pratiquer pour la première fois et en direct. Lui, c'est le champion de l'improvisation. Et moi, il m'a donné le goût de l'improvisation. Et c'est vrai qu'on improvisait, on préparait. Moi, ce qui m'éclatait, c'est quand il annonçait les chanteurs branchés. Ça, je regardais pour ça sur la fin. Des gens qui ne connaissaient absolument pas, dont ils n'avaient absolument pas écouté le disque, qui avaient des noms... Et maintenant, ils nous viennent des États-Unis, les Black Eyed Peas. Les Pasadena nous chantent No Sing, You Are My Love. Enfin voilà, c'était ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. L'originalité de Jacques Martin, c'est de toucher tous les publics, en passant avec le même enthousiasme d'un groupe de rap à l'ambiance désuète du thé dansant qui clôture chaque dimanche après-midi. Il y avait vraiment toutes les heures d'antenne que l'on peut offrir à quelqu'un. Je dirais que plus il y avait d'heures d'antenne, plus il en soumettait. Donc il aurait pu faire un certain moment. Moi, si tu me le demandes, je ferai toute la semaine. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains.
métier, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger. Je redoutais toujours la phrase de Jacques Martin qui disait « Eh bien, voilà, nous allons nous quitter, ça fait 6 heures que nous sommes ensemble et j'avais pas senti passer le temps. » Je crois que Virginie avait dit un jour, le jour où on va plus l'éclairer, qui sera plus sous les lumières, ça sera dramatique. C'est malheureusement ce qui est arrivé. Voilà, c'était l'école des fans de Gabriel Taquino. Nous sommes le 14 juin 1998. À dimanche prochain, peut-être. Ce « à dimanche prochain, peut-être » semble prémonitoire. Ce jour-là, Jacques Martin salue son public pour la dernière fois. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il ne remontera plus jamais sur la scène du théâtre de l'Empire. Il aura vécu 35 ans de gloire, de rire, de larmes, mais aussi de stress et de fatigue. Et en ces premiers jours de l'été 98, il voit tout s'écrouler autour de lui. On peut dire de Martin quand même qu'il a réussi sur une très longue durée et qu'il n'a pas connu d'échec. Son seul échec à la fin, c'est la maladie, quand il a dû quitter l'Empire. Moi, j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que je voyais un homme qui était capable de tout, qui était vraiment à un moment de sa vie où il aurait pu encore créer plus qu'auparavant et qui en était empêché par la maladie. Ça a été effroyable. Le dimanche suivant, Jacques Martin est remplacé au pied levé par Jean-Claude Brialy, qui, très ému, s'empare du micro. On est le 21 juin. C'est le jour de l'été, le jour des vacances. Vous le savez, c'est la dernière de cette émission. On ne va pas être triste et c'est surtout l'anniversaire de Jacques Martin. Vous pouvez chanter avec moi. Anniversaire, mon anniversaire, mon anniversaire. De plus en plus isolé par la maladie, Jacques Martin décide de quitter Paris et de se retirer à Biarritz. J'ai très peu eu l'occasion dans toute ma vie de dire à mon père combien je l'aimais. Et les dernières années, ou voire les derniers mois, je crois que j'ai dû lui répéter 10 fois par jour à chaque fois que je le voyais. J'avais besoin de rattraper un peu la proximité qu'on n'a jamais eue, lui et moi, en fait. Jacques Martin meurt à Biarritz le 14 septembre 2007, à l'âge de 74 ans. Il aura été presque à chaque fois abandonné. Lui était d'une certaine manière fidèle. Mais en revanche, les femmes partaient, même au dernier moment de sa vie. Le problème de Jacques, vraiment, c'était qu'il n'était pas doué pour le bonheur. Il est passé, je pense que ça sera le regret de sa vie, à côté de ce qu'il aurait aimé faire, c'est, je pense, être Yves Montand. Imitateur, chanteur, comédien. Il aurait voulu être Caruso parce qu'il chantait bien, il aurait voulu être Bocuse parce qu'il faisait bien la cuisine. Il aurait voulu être Molière, il aurait voulu être le plus grand chanteur. Et finalement, comme la télé mange tous les talents, il n'aura été que Jacques Martin, ce qui n'est déjà pas... C'est exactement le contraire de ce qu'il était dans la vie. C'est ce que je voulais vous demander. Au contraire. C'était au contraire, c'était un traqueur, c'était un impatient, c'était rien n'allait assez vite, et il était angoissé par le lendemain. Quand c'était bien, c'était pas assez bien, fallait refaire. Et Daniel Evenou, dans la vie privée, vous qui avez partagé sa vie pendant 8 ans. 7-8 ans, oui. Non, c'était un anxieux, il fallait toujours son frère. Et il tapait toujours du pied. Je ne sais pas si tu te souviens, quand quelque chose n'allait pas, il tapait du pied. Il n'était absolument pas patient. Et quand Philippe Bouvard dit finalement il n'aura été que Jacques Martin, mais c'est déjà pas mal, il avait vraiment... Oui, je pense que c'est ironique, parce que c'est un monstre de la télévision. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est que justement, il voulait vraiment embrasser toutes les... Il avait trop de dons. Toutes les passions. Voilà. Je pourrais dire que Jacques avait trop de dons. Il voulait... Moi quand je parle de Yves Montand parce que c'est vrai qu'Yves Montand était un chanteur très populaire, était un imitateur, était un comédien, voilà. Mais je pense que c'était ça, Jacques Martin. Il aurait aimé faire une grande carrière sur scène, avoir son nom à l'Olympia. Il aurait aimé être à Los Angeles ou à Broadway comme Daniquet. Tout. Il a voulu tout. Et à force de trop vouloir, finalement, c'est la télévision qui l'a paix, qui a été une sorte de subterfuge pour lui pour faire passer la pilule. Mais je pense qu'il est passé à côté de
Je pense que dans ces derniers instants, il a bien pensé. Et de l'écriture. Oui. Parce que Jacques, à chaque fois qu'il y avait des nominations pour comédien, meilleure actrice, lui était toujours dans la colonne des animateurs. Ça le et tuait. ça le tuait, il ne le supportait pas. C'est vrai? Ah non, il ne voulait pas du tout. Je ne suis qu'un animateur. Je suis il aurait voulu être reconnu comme artiste. Comme Offenbach, comme Molière, comme Marivaux. Donc il était malheureux. Très malheureux. En fait, sans arrêt. Mais bien sûr qu'il était malheureux. Et heureusement, il avait la possibilité d'être vu par des millions de personnes et d'être ultra populaire. Donc ça faisait encore une fois passer la pilule. Mais jamais il n'était pas un animateur au sens... Vous le mettiez dans la même catégorie que Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, moi ou qui vous voulez, vous. Mais ça le tuait. Attendez, je ne suis pas animateur. Est-ce que vous étiez à ses côtés quand il a été ruiné, enfin, en partie, par le film Na? Oui, j'étais là. Vous étiez là à ce moment-là? Oui, j'étais même enceinte de mon premier fils, oui. Il a été ruiné, il a été démoli. Et pendant ce temps-là, Jean-Yann, lui, grimpait et faisait un succès au cinéma. Et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et ça, Jacques Martin, il avait beaucoup de mal à le supporter. Et comment il rebondissait? Où est-ce qu'il allait épuiser son énergie? Dans sa tête. Il avait 1000 idées à la seconde. Et puis, de temps en temps, il dit, allez, viens, on va aller faire le marché. On allait faire le marché. Et déjà, ça lui faisait du bien. Parler cuisine, parler avec le boucher, parler avec le poissonnier, ça y était. Il était de nouveau heureux. Alors, décrit dans le documentaire comme quelqu'un d'absolument génial, mais en même temps un tyran. Un tyran parce que pas sûr de lui. Enfin, moi j'ai pleuré. Hein. Moi, voilà, je suis rentré chez moi où j'ai pleuré plus d'une fois. Mais Julien, qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Nous avons pleuré. Parce que c'était pas de la méchanceté, mais c'était. Je pense qu'il se rendait pas compte. Il se rendait pas compte du degré d'humiliation. C'est-à-dire que quand il prenait un micro, vous avez un théâtre, vous avez 50 techniciens qui sont là, qui se disent bon, écoute Julien, c'est nul. Viens, toi, tu vas le faire, et tu le feras mieux. Vous vous rendez compte, on vous dit ça. Mais vous savez, il écrivait des chansons le jeudi. Il fallait que j'apprenne la chanson entre moi qui ne suis pas chanteuse. Il avait décidé que je devais chanter. On vous a vu tous les deux. Mais oui, mais il m'a écrit des chansons drôles et ridicules. J'apprenais en 24 heures. C'est moi ce que je voudrais Sinon, vraiment, j'étais nulle. Que les gens comprennent, c'est que c'était. Il y a des mauvais côtés, mais évidemment, mais c'était un prince. Il n'avait rien à voir avec nous. Moi, je suis un animateur classique. Voilà, il n'avait rien à voir. C'était un prince. C'est-à-dire que c'était un homme qui marchait dans la rue et les gens, effectivement, c'est tout juste, il leur faisait pas baiser la main et il nous disait. Regarde, tu vois, je donne du bonheur aux gens, un peu comme Jésus. Non mais c'était ça. Mais il le disait. Je pense qu'il le pensait. Il était. C'est pour ça qu'on parle des monstres sacrés, c'est le cas de le dire, de la télévision. On est dans une autre planète. Je ne peux pas chanter, il me faut du sirop. Il dit à son chauffeur, va acheter du colutoire à Julien et dis bien que c'est pour Jacques Martin, tu seras mieux servi. Comme s'il y avait une cuvée de colutoire Jacques Martin qui soigne mieux. C'est-à-dire qu'on donne aux gens un colutoire classique, mais quand c'est pour lui, il y a le super colutoire. C'était ça. Il était comme ça dans le privé, Daniel Evenou? Un petit peu, oui. Un jour, il m'a demandé, par exemple, d'acheter une volaille de Brest. Et moi, je n'ai pas bien compris ce qui se passait. Il m'a demandé d'acheter pour moi un poulet breton. J'avais compris de Brest. Quand je suis revenue avec le breton à la maison, j'ai cru qu'il allait m'assassiner. Parce que confondre la Bresse et Brest, c'était tout ce qu'il ne supportait pas. Et j'ai passé des années, je l'aimais, attendez Mireille, à pleurer. Je l'ai quitté alors que je l'adorais, je l'aimais. J'ai refusé les... C'est Julien qui répond. Parce que c'est plus supportable, mais même pour un collaborateur, à un moment donné, c'est plus supportable. J'allais dormir chez les Collaros et Stéphane disait à Jacques, un jour elle ne reviendra plus. Je revenais à chaque fois, je revenais. Et un jour il m'a dit une chose tellement épouvantable que je lui ai dit, je t'aime mais je ne reviendrai plus. Et je suis partie, et là il a pleuré, il a tout cassé, mais voilà, je l'ai adoré, je l'ai aimé, mais je suis partie. À un certain moment, tant pis, moi je l'ai connu pauvre, enfin pauvre, oui, je l'ai connu dans le Petit Rapporteur. Et il avait une heure sur TF1 et je l'ai quitté milliardaire. Alors est-ce qu'il a, comme on dit vulgairement, pété les plombs avec la notoriété et en gagnant de l'argent? Il avait besoin de beaucoup d'argent, mais pas de mon temps, parce que je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas quelqu'un qui dépense des sous. Et c'est après moi qui ne supportait que les suites, les grandes suites, les grands hôtels, les grands voyages. Donc ça lui a un peu tourné la tête quand même. L'argent, oui, un petit peu. Et vous êtes resté proche de lui?
Oui, surtout... L'amitié a survécu, j'allais dire, à la séparation. Je crois que c'est une très très grande histoire d'amour. Les dernières années de sa vie avec ses enfants, on était tous très très proches. Je parlais souvent de mes femmes, je me rappelle, il disait souvent. Mes femmes, non mais c'est parce que je crois qu'il avait encore beaucoup de tendresse pour toutes. Et ces femmes, elles l'ont toutes quitté. Oui, nous sommes toutes parties. Sa fin est assez triste, hein. Tout seul. Mais il a voulu partir. Il a voulu partir pour Biarritz. Moi, je disais, mais comment allons-nous faire? Je pense qu'un homme comme ça, qui a vécu une vie comme ça et qui a tellement été devant les projecteurs, le jour où ça s'arrête, c'est déjà le début de... C'est l'antichambre. Pendant 1 ou 2 ans, il n'a même pas regardé la télévision, il ne regardait plus la télévision. Il ne lisait plus. C'est un homme qui lisait beaucoup, qui écrivait. Rien. Il a tout arrêté, par déception. Il est venu un tout petit peu au théâtre, 2-3 ans avant qu'il nous quitte. Il était venu me voir, d'ailleurs. Et puis, un jour, il a arrêté. Il ne voulait plus savoir ce qui passait dehors. Si, une chose qu'il aimait, j'allais le chercher. Et sa passion, c'était de traverser Paris et de regarder les théâtres. Parce qu'il aimait le théâtre. Il était comédien. Il a débuté comme comédien. Mais quel homme, quoi. Gardons ça comme image, quel homme. Quel homme extraordinaire. Qu'est-ce que vous diriez de lui? Pareil. Et je lui pardonne tout. Je lui pardonne les insultes, je lui pardonne tout. C'était un petit... Alors, au nom de quoi? De l'amour, parce que je l'ai aimé. Il y avait des moments... Mais incroyable, dans son bureau, quand il s'arrête et qu'il se met à lire la Bible et qu'il vous commente, qu'il vous fait 1 heure de théologie en plein milieu d'une réunion où on écrit des sketchs, qui vous explique Dieu, pourquoi, etc. Ces moments-là, ils existaient aussi. Voilà, c'est ce qui vous a fasciné, c'est ce que j'aimerais savoir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que vous étiez, et l'un et l'autre, Julien vient de le dire, mais épaté par lui? Déjà quelque chose qui ne s'explique pas, ça s'appelle le charisme. Bah, vous avez des gens qui dégagent des ondes. Voilà, Johnny Hallyday, on l'aime pas. Moi, je l'ai côtoyé plusieurs fois. Quand vous entrez dans une pièce et qu'il y a Johnny Hallyday, les ondes poussent tout le monde pour faire une haie à cet homme. C'est pareil, Jacques Martin. Il était là. C'était toute cette dualité qui faisait que cet homme était un homme à part. Et à un moment donné, quand vous êtes en contact d'un homme à part, vous avez de l'admiration pour lui. Voilà, l'admiration. Et quand il était mignon, il était à croquer. Ouais. Quand c'était un petit garçon, souvent. Jacques Chancel, d'ailleurs, disait il avait tous les talents, sauf celui d'être heureux. Oui. C'est exactement. C'était un écorché vif et il aura vécu avec la plaie ouverte jusqu'au dernier jour. Mais il aura vécu. Il aura quand même il a vécu sans vie, quoi. Donc, il aura vécu. Vous savez que les gens le regrettent toujours. Sa tombe est en permanence fleurie. Les gens vont sur sa tombe. Les gens ont du chagrin. Il leur manque. Il fait partie, voilà, de la mémoire de la télé. Dans 10 ans, il en restera 5 quand on fera toute l'histoire de la télé. Il sera dans ces 5-là. Les 5 dont on parle. Ouais. Voilà. Merci à tous les deux.